Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, la ville de Montreuil fête le retour de l'un de ses enfants. Depuis dimanche soir, après de trop nombreux rebondissements, nous sommes heureux et soulagés de le savoir enfin parmi nous. Déjà, dimanche 24 juillet dernier, nous apprenions la bonne nouvelle. Les autorités bangladaises reconnaissaient enfin l'innocence de notre compatriote Maxime Premo Chamtrin, que tout le monde connaît sous le nom de Moussa. Dimanche 24 juillet dernier, sa mère, ses frères, ses sœurs, ainsi que ses amis, ses soutiens, pouvaient enfin pousser un soupir de soulagement en voyant se terminer une épreuve qui a duré 7 longs mois. 7 mois durant. 7 mois durant lesquels Moussa s'est battu, débattu, d'abord pour prouver son innocence et obtenir des autorités du Bangladesh l'autorisation de rentrer chez lui, parmi les siens, dans la ville de Montreuil et dans son quartier de Lannou. 7 mois durant, dans lequel il n'a jamais perdu ni le courage, ni l'espoir, ni le sourire, ni sa gentillesse, malgré, je le sais, des conditions d'enfermement et des conditions d'incarcération difficiles. 7 mois durant, le comité de soutien, les habitantes et les habitants de Montreuil, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de nos concitoyens, la municipalité, de toute confession, de toute ville de France, et parfois bien au-delà de la France, se sont sentis solidaires de ce jeune homme au grand cœur, faisant fi des polémiques et des procès d'intention. Ici à Montreuil, nous nous sommes réunis à plusieurs reprises pour exprimer notre soutien à l'un de nos compatriotes, l'un de nos concitoyens, dont le seul crime était de vouloir apporter réconfort, soutien à une population en souffrance, discriminée, ignorée. Je parle des Rohingyas. Ce soutien s'est fait dans l'unité, dans cette salle des fêtes notamment, avec de nombreux artistes, c'est le sourire de votre maman qui m'a... de nombreux artistes touchés par la situation de Moussa, mais je pense également à des journalistes comme Florence Benas, sur les marches de notre hôtel de ville, où nous avons dressé un portrait de Moussa. Plusieurs centaines de nos concitoyens se sont rassemblés plusieurs fois, et donc nous allons dans quelques instants décrocher ce portrait. À chaque fois que cela a été possible, je veux saluer chacun pour son endurance. Soutien a été apporté à la famille dans le combat qu'elle menait pour récupérer l'un des siens. Car pour nous, soutenir Moussa n'était pas une question d'étiquette politique, n'était pas une question de religion, c'était une question de droit humain fondamental. Pour nous, soutenir Moussa, c'était soutenir
un enfant de Montreuil, un enfant qui vivait une situation d'injustice tragique. Moussa, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, a fréquenté les écoles, les clubs sportifs, les associations de notre ville. Il s'est construit avec les valeurs de Montreuil, la solidarité, l'humanité, la tolérance, la fraternité qui caractérisent notre ville. Et une fois devenu adulte, il a fait le choix de placer sous le signe de l'assistance à son prochain sa vie et son action. Il aurait donc été absolument hors de propos de ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir ensemble pour qu'il soit de côté de nouveau parmi nous. Je profite donc de ce moment de joie et de soulagement pour rendre un hommage chaleureux à toutes celles et ceux qui se sont battus pour que ce jour arrive, ainsi qu'évidemment à sa famille, à Kadem et Georges qui, comme vous le savez, n'ont pas ménagé leur peine pour alerter, sensibiliser, mobiliser toutes celles et ceux qui pouvaient et qui devaient l'être, et je dois dire qu'ils l'ont fait avec efficacité, sérieux et endurance. Le comité de soutien que je veux à nouveau saluer, qui a travaillé à gagner de nouveaux appuis, de nouvelles voies pour faire connaître l'injustice dont Moussa était victime, ainsi que les membres d'associations, tous les élus, les maires, les parlementaires, les conseillers municipaux et régionaux de toute étiquette politique, qui ont permis de faire valoir auprès des institutions françaises et bangladaises l'exigence de justice et de respect des droits pour notre concitoyen. Au nom de la ville de Montreuil et de toutes ses habitantes et de ses habitants, je remercie donc l'ensemble de ces personnes. Moussa est à nouveau parmi sa famille et parmi les siens. Il est à nouveau parmi nous. C'est la victoire de la justice. Mon cher Moussa, sois le bienvenu chez toi et sache que tu nous fais un grand honneur. Alors, je ne suis pas très fort en discours, mais bon, je vais faire ce que je peux de mieux pour. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi, mais aussi c'est un grand jour pour les personnes qui se sont mobilisées pour ma cause. Donc, je voudrais avant tout commencer par remercier la municipalité de Montreuil et avant tout le maire pour s'être mobilisé dès le départ. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile de voir toute cette pression qu'il y avait autour de cette histoire avec Moussa. Et la municipalité n'a pas hésité dès le départ, elle s'est mobilisée pour mon cas et ils ont affiché mon visage dans la municipalité. Et je pense que c'est la première fois, si je ne dis pas de bêtises, qu'un portrait est affiché comme ça. Donc pour moi, c'est un réel honneur. Et un honneur pour moi, mais avant tout un honneur pour ma famille qui a grandi à Montreuil dans cette ville. En même temps, donc, je voudrais aussi commencer par mon combat. Donc, pourquoi j'ai été arrêté, pourquoi je suis parti au Bangladesh et qu'est-ce qui a fait que des gens ont été amenés à se mobiliser pour une cause qu'ils ne connaissaient pas au départ. Alors qu'avant tout, moi, je suis un humanitaire qui est engagé pour la cause des démunis. Et comme l'a très bien dit le maire, j'ai commencé mon combat à Montreuil, en bas de chez moi. Tout à l'heure, on a eu une discussion qui était fort intéressante parce que la question des Roms, c'est une question qui touche cette ville. Et cette ville, elle a fait beaucoup pour les Roms dans le passé. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé dans l'humanitaire pour aider ces personnes-là, il y a déjà maintenant 6 ans. Et donc, il y a 6 ans, en bas de chez moi, j'ai commencé l'humanitaire à aider ces sans-abri. Et de manière très locale, chaque jour, j'y allais comme je pouvais avec mes amis pour aider ces pauvres. Et puis petit à petit, j'ai voulu en connaître plus, faire plus. Et j'ai eu l'occasion avec mon association que vous connaissez tous, Baraka City, donc de connaître l'humanitaire à une manière beaucoup plus grande, internationale. Et c'est là que j'ai commencé à explorer en plus ou moins des combats plus grands,
Et même si c'était plus difficile, mais j'ai cet esprit aventurier, j'ai cet esprit ambitieux de vouloir aider, de vouloir plus ou moins relever des défis qui sont plus ou moins durs, mais j'aime bien les challenges. Donc avec Baraka City, j'ai été amené à aller voir ces populations, ces Rohingyas, ces personnes qui sont persécutées, comme ces Roms qui sont soit ici à Montreuil ou partout, on peut les voir. J'ai été amené à les voir, j'ai été amené à être témoin de ces persécutions. Et c'est ce qui m'a amené à toujours me battre pour faire valoir ses droits et pour faire valoir. En tout cas, mon combat il se trouvait avant tout à faire entendre une voix. C'était pas mon vrai combat, c'était à faire entendre une voix, et cette voix-là, j'ai réussi à la faire entendre avec mon incarcération. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce qui m'est arrivé, c'est que ça fait maintenant 3 ans que je me bats pour ces personnes-là, pour qu'on parle de ces personnes-là, et il a fallu que je me fasse arrêter pour que ces personnes-là puissent voir le jour. Donc c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que je retiens avant tout dans mon histoire, c'est que souvent on se bat et on fait tout pour faire entendre des choses, et comme je le dis très souvent, il faut attendre un mal pour en ressentir un bien, et le mal, il fallait que c'est moi-même qui le touche, qu'il soit touché par ce mal pour que ces Rohingyas ou tout moins ces personnes puissent avoir une porte de sortie et une lumière. Donc voilà plus ou moins pour mon combat. Je vais maintenant revenir très brièvement sur ce qui s'est passé et sur mon incarcération au Bangladesh. Alors, j'ai été donc amené j'ai voyagé donc le 17 décembre au Bangladesh. Je suis parti en repérage pour faire un projet humanitaire concernant les enfants là-bas. Et j'ai été arrêté donc le 21 décembre, précisément, pas le 22. Le 22, c'est le jour de mon entrée en prison, mais le 21 décembre, j'ai été arrêté à un checkpoint. Et ce qui s'est passé, c'est que les militaires, au début, m'ont arrêté, sont questionnés à mon encontre. Et en l'espace de 2 jours, j'ai pas compris ce qui se passait. Le lendemain, je me retrouve en prison. Donc, à partir de là, pour moi, c'est une grande incompréhension. C'est entre guillemets, c'est là le début du calvaire qui commence. Donc, je rentre en prison et là, je demande à rentrer en contact avec mon ambassade. Comme tout citoyen, il cherche à rentrer en contact avec l'ambassade pour essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour sortir très rapidement. Et donc du coup, je suis en prison, j'attends 7 jours. 7 jours pour avoir une nouvelle de mon ambassade. Et là, au bout de 7 jours, après être passé à l'isolement, et je vais vous passer les détails de mes conditions de détention. Mais voilà, j'ai ce consul qui vient me voir et qui me dit, qui me donne un espoir en me montrant que la France est mobilisée. Toutes des milliers, des centaines de milliers de personnes sont derrière toi, donc tu ne dois pas lâcher. Et je peux vous dire que ça a été extrêmement important pour moi quand j'ai été dans ces géodes bengalaises. Et donc le premier mois a été extrêmement difficile pour moi. Il a été difficile parce que j'ai vécu plusieurs ascenseurs émotionnels dans cette prison bangalaise. Pourquoi? Parce que en même temps j'ai vu cette mobilisation dans ma cellule, mais en même temps je ne pouvais pas l'apercevoir parce que c'était juste ces paroles que je retenais sans cesse du consul qui me disait « Ne t'inquiète pas, la France est avec toi », mais en même temps j'étais à l'isolement, donc je ne savais pas ce qui se passait autour de moi, en dehors, et le temps passait, mais rien n'évoluait. Et donc du coup, pendant 1 mois, j'étais dans cette prison, je ne savais pas ce qu'il allait advenir de ma situation. Et donc le 1er mars, si je ne dis pas de bêtises, le 1er mars, j'ai ma libération conditionnelle. Je suis libéré, c'est pas toutes les charges qui sont relevées, mais c'est entre guillemets le bout du tunnel qui commence à voir ce trou. Je sors de cette prison et là, à partir de là, la justice demande des comptes concernant mon histoire. Il demande donc aux autorités sur place de faire un rapport concernant ma situation et de pourquoi on m'avait emprisonné. Donc j'ai dû attendre 6 mois, très exactement 5 mois et demi, pour que la police fasse un rapport, me juge et me libère. Dans ces 5 mois-là, j'ai essayé de relever la tête, mais j'ai relevé la tête et je me suis relevé non seulement grâce, comme je l'ai dit, je me répète, à
ce soutien et toutes ces forces, mais avant tout à la municipalité et à toutes ces personnes qui ont été derrière moi. Et ça, pour moi, vraiment, c'est un vrai cadeau que j'ai reçu. Je le dis souvent, j'ai du mal à... J'ai pas les mots pour exprimer à quel point ça a été très beau et très très fort pour moi pour tenir là-bas. J'ai des personnes qui, pour moi, c'était impossible, qui se mobilisent pour moi, qui viennent sur des plateaux télé, en tête comme ça, des journalistes comme Claude Askolovic, qui s'est mobilisé pour moi, ou encore Florence Obna. Puis, et c'est ce qui est important pour moi, parce que c'est vrai que je suis noir, je suis musulman, mais ce Moussa, il fait partie de cette France qui est plurielle. Et ça, c'est important. C'est que c'est pas un musulman qui est aidé par des musulmans, mais c'est un citoyen français qui est aidé par cette France qui est cosmopolite. Et pour moi, ça, c'était le message le plus fort que j'ai pu recevoir dans cette mobilisation. Et c'est ce que je retiens, c'est que les gens n'ont pas regardé ma couleur de peau, n'ont pas regardé ma religion. Ils ont regardé ce pourquoi je suis parti au Bangladesh. Et c'est ça qu'on retient dans cette histoire, et c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à pas mal de problèmes. Et je pense qu'on a la solution en fait qui est face à nous, mais on refuse de la voir. C'est qu'on est tous ici, on est tous unis par des valeurs, et on ne veut pas... C'est comme si on s'écartait, ou du moins on a peur de faire ce pas-là. Et avec mon histoire, je pense que c'est un message d'espoir. En tout cas, du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens. Et en tout cas, du moins, moi, je continuerai à militer dans ce vivre ensemble, même si je sais que ça va être difficile. Mais en tout cas, du moins, moi, je serai un militant pour militer pour... encore une fois, pour ce que j'ai, le pourquoi de ma mission, donc aider les pauvres, aider les démunis. Et je tendrai toujours la main à ceux qui demanderont de l'aide, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, que ce soit pour ma cause d'aider les pauvres ou d'autres causes. Bravo. Moi, je connais Moussa depuis environ 7 ans, dans le cadre de l'association qu'il a fondée avec Rachid Boulsan, ici présent, l'association Au cœur de la précarité. Donc ça a été un honneur pour moi de travailler avec ces deux personnes-là, avec qui j'ai pu apprendre les principes de l'engagement humanitaire, souvent des principes, on va dire, religieux, c'est-à-dire de respect de la personne et de sa dignité et de ses convictions. Moi, ça a été un grand choc pour moi quand j'ai appris son incarcération. Je n'y croyais pas du tout, donc je l'ai appris par les réseaux sociaux. Donc je me suis tout de suite tournée vers la famille et pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Ça a été un honneur pour moi de fonder ce comité Free Moussa et de le coordonner bien sûr avec la famille, avec les deux frères. J'ai rencontré vraiment et j'ai travaillé de manière formidable avec cette famille-là. J'ai une admiration vraiment particulière pour Justine, la maman de Moussa, ici présente, qui, malgré sa discrétion, a été vraiment le moteur, finalement, de ce combat. Parce qu'elle nous a toujours demandé de ne pas baisser les bras, même dans les moments où on avait vraiment... où on ne comprenait vraiment rien à ce qui se passait, parce que l'affaire était teintée de beaucoup de rebondissements. On ne savait pas du tout de quoi il en retournait de cette histoire. Vraiment, on se demandait si ça allait durer des années et des années, ou si ça allait durer que de 2-3 semaines. Vraiment, il y avait une incertitude absolue. Et c'est pour ça que je remercie vraiment la Justine. J'ai été aussi frappée par un plan de mobilisation à travers Montreuil, déjà, grâce au maire de Montreuil qui a donné tout son soutien, la force de ses équipes, ainsi que ses financements pour faire des mouvements
pour parler de cette incarcération, puisque la médiatisation finalement du combat de Moussa, mais aussi de son incarcération, s'est faite de manière, j'allais dire, j'ai été très insatisfaite, moi personnellement, de la médiatisation de cette affaire, puisque la plupart des médias, je ne mets personne ici en cause, je ne vous connais pas personnellement, mais en tout cas, j'allais dire, les médias de masse se sont plus attardés sur des polémiques complètement futiles et même dangereuses, alors qu'il s'agissait d'un humanitaire, d'un humain avant tout, qui plaidait pour des causes justes, et que tout ça s'était passé un petit peu au travers des mailles du filet, alors qu'on était là aussi pour parler d'un combat pour les Rohingyas. C'était aussi l'occasion pour parler de ça dans un état de droit comme celui de la France. Évidemment, heureusement que tous les médias n'ont pas été comme ça, notamment, comme disait Moussa, on a eu le soutien de grands journalistes, comme Koda Skolovic, qui a lancé un petit peu le mouvement, en fait, à la télévision. Et voilà, je dirais qu'on a obtenu, on va dire, une forme de réparation grâce à des mobilisations de grandes personnalités, et surtout grâce à la mobilisation des citoyens qui, finalement, compte tenu de l'engagement de Moussa depuis des années et de son expérience, finalement, ça a été, je dirais, un juste retour des choses pour lui. Je voudrais dire aussi que... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, que je déplore personnellement dans ce combat la faible mobilisation parlementaire. Ça a été vraiment quelque chose que je n'ai pas compris. On a eu on a perdu énormément de temps et d'énergie avec le député de Montreuil, Razi Hammadi, à solliciter le soutien de députés et de sénateurs. Au final, c'est seulement après l'abandon des charges que une trentaine de députés, quand même, sur l'ensemble de l'Assemblée parlementaire, a signé l'appel à la libération de Moussa pour le gouvernement français. Donc, une trentaine de députés issus à 95% de la gauche, moi je trouve ça vraiment regrettable. Pourquoi ce traitement de poids de mesure comme ça pour un humanitaire dont il est avéré qu'il était innocent? Donc, ça pose souci pour l'avenir. Voilà ce que je voulais dire, que qu'est-ce que je voulais dire d'autre, que je remercie les fonctionnaires du Quai d'Orsay aussi, qui nous ont toujours accompagnés, toujours rassurés. Je ne sais pas, Camden, toi tu auras peut-être d'autres choses à dire sur la diplomatie française. C'est pas quelque chose sur lequel on peut véritablement s'exprimer, parce que tout se fait en coulisses, donc je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet, sur les ressorts de sa libération, les ressorts secrets, on va dire, de sa libération. Et voilà, donc j'espère que le combat de Moussa servira d'exemple pour la jeunesse. J'espère qu'aussi on pourra en tirer des leçons au niveau politique, au niveau médiatique. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi du maire d'Evry, où j'ai été très choquée de la façon dont il s'est exprimé quand il a appris l'incarcération de Moussa, puisqu'il n'a pas du tout, maire d'Evry, donc où siège l'employeur de Baraka City, l'employeur de Moussa, qui a calomnié complètement Moussa sur les réseaux sociaux sans connaître du tout les tenants et les aboutissants de cette affaire. Donc, même si après il a retiré son statut sur les réseaux sociaux, le mal était fait quand même. Voilà, je tiens à remercier donc tous ceux qui sont présents ici dans cette salle pour nous écouter et puis pour souhaiter la bienvenue à Moussa en France. Bonsoir à tous.
Donc moi c'est Kamden Choutuing, le grand frère de Moussa. Donc moi je vais m'exprimer au nom de la famille. Donc nous avons décidé de créer un comité de soutien justement pour recentrer le débat sur Moussa, l'humanitaire français. Parce qu'au début il y avait beaucoup de polémiques, c'était un peu compliqué. On ne parlait pas de Moussa, on parlait plus des polémiques qu'autre chose. Donc on a préféré se constituer en comité de soutien, vraiment pour parler de Moussa, de son combat et de qui il était, quoi. D'expliquer que Moussa c'est quelqu'un qui est un humanitaire au grand cœur, qui aide tout le monde sans distinction. Et vraiment, moi ce que je tenais à faire aujourd'hui, c'est vraiment remercier tout le monde, parce qu'on a vraiment reçu beaucoup de soutien, vraiment du monde entier, le soutien vient de partout. Et aujourd'hui, vraiment, on est vraiment très heureux du retour de Moussa à la maison. Et vraiment, moi, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est vraiment remercier tout le monde. Et voilà, c'est tout. Merci. Bonsoir, je suis Yosni Mahati, un des deux avocats de Moussa, avec mon confrère Michel Tubiana qui n'est pas là aujourd'hui. Je travaille sur le dossier avec le collectif Free Moussa depuis plusieurs mois maintenant. J'ai à ce titre participé à des réunions de travail, notamment avec le Quai d'Orsay, pour justement faire le point sur ce que l'État français mettait à disposition en tant que citoyen français pour Moussa, donc l'aide consulaire auquel tout citoyen français, dès lors qu'il est incarcéré à l'étranger, a droit. Et je dois dire à titre personnel que ça a été un dossier particulier dans le sens où effectivement il y avait un contexte particulier. On sait tous quel est le contexte français aujourd'hui. On parle d'un jeune musulman noir et converti. Et en même temps, c'est ce jeune musulman noir et converti. Alors, quand on parle de converti aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le sens que celui-ci donne à sa conversion. Eh bien, finalement, on a vu quelqu'un qui, comme on dit, vous savez, il y a un fameux proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Il faut avoir un grand cœur pour aller loin de ses yeux, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a commencé en bas de chez lui, comme il l'a dit, et c'est le même élan, peut-être, effectivement, l'éducation montreuilloise qui veut ça, qui l'a poussé de sa rue en bas de chez lui à aller à l'autre bout du monde, pour aider son prochain. Et il est vrai que la difficulté dans laquelle nous avons été confrontés rapidement, c'est qu'il y avait une incompréhension sur ce qu'est le droit pénal bangladais. Nous ne sommes pas en France. En France, le droit pénal est d'interprétation stricte. Il était dans un premier temps poursuivi pour activité suspecte. Activité suspecte, ça veut tout et rien dire. Et ça veut surtout dire qu'on avait un bon prétexte pour le garder. Et il est vrai qu'à partir du moment où on le gardait, la question de savoir comment l'État français lui-même considérait son ressortissant avait bien évidemment un impact sur la manière dont l'État bangladais lui-même pouvait voir et gérer cet aspect des choses. Donc comme l'a rappelé Kamden, effectivement, la nécessité s'est ressentie de faire un travail vis-à-vis d'un certain nombre d'élus. Je tiens à signaler que, à titre d'exemple, que Razi Hamadi était présent à plusieurs des réunions au Quai d'Orsay et qu'il a en tout cas pesé de tout son poids pour essayer de faire avancer les choses. On est dans un contexte particulier aujourd'hui en France et je tiens à dire, parce que j'ai pleinement conscience de tous les courants, de toutes les tensions qui peuvent traverser notre pays dans un contexte d'attaque terroriste très important, que vous avez en Moussa l'anti-Daesh, l'exemple anti-Daesh dont beaucoup de jeunes ont besoin. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui, a priori, si on s'en tient aux apparences sans trop gratter, correspondrait à quelqu'un dont on va, certains le font sans vergogne, mettre un certain nombre de suspicions qui ne sont absolument pas justifiées. Preuve en est le soutien massif dont il a pu bénéficier, qui va bien au-delà de sa communauté spirituelle, et c'est ça qui est très important, et c'est là-dessus, c'est le point sur lequel il faut absolument insister, parce que, n'en déplaise à ceux qui souhaitent une guerre civile dans ce pays, vous avez, à travers l'exemple de Moussa, pour beaucoup de jeunes, des perspectives. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur avenir, qui ne savent pas quoi faire de leur énergie, qui ne savent pas quoi faire de leur force.
il y a de la place dans l'action humanitaire, beaucoup de gens en ont besoin à travers le monde, et c'est exactement ce qu'a fait Moussa. Il avait commencé ici avec les Roms, avec les SDF, il n'a jamais regardé ni la couleur de leur peau, ni leur religion, ni quoi que ce soit, il a simplement vu des personnes en détresse et il s'est senti l'obligation de les aider. Et je pense que si on devait retenir quelque chose, en tout cas moi c'est ce que m'inspire son exemple, même s'il est bien plus jeune que moi, et en tout cas même pour mes enfants, je sais que c'est un exemple aussi pour mes enfants, et c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que je crois qu'il est encore temps dans ce pays de discuter entre nous, et s'il y a quelque chose à retenir finalement de tout ça, c'est que les personnes qui se sont mobilisées finalement, c'était qui? C'était les personnes qui le connaissaient. J'aurais écouté hier l'intervention, l'édito de Claude Askolovitch sur iTélé très peu de jours après son incarcération. Il n'a pas hésité à dire « je le connais personnellement ». Nous avons besoin de nous connaître personnellement, ce qui va nous permettre d'arrêter de fantasmer les uns sur les autres et de rendre l'entraide et la solidarité dont nous avons besoin pour construire notre cohésion nationale beaucoup plus évidente qu'elle ne l'a été ces derniers mois. Merci. Pour les journalistes qui souhaitent poser des questions, vous en prie, madame. Et peut-être juste savoir comment est-ce que... Peut-être si vous pouviez vous présenter. Bonjour, Tiffany Olivaux de l'AFP. Juste peut-être comment est-ce que vous aviez senti le fait que des parlementaires ne soient pas mobilisés pour vous? Est-ce que c'est lié à votre employeur? Comment est-ce que vous le comprenez aujourd'hui? Le fait que des parlementaires ne se sont pas mobilisés pour moi? Ouais, qu'il y a eu une... Alors, en fait, tout ce qui est mobilisation, ceux qui sont mobilisés, pas mobilisés, moi j'étais, à ce moment-là, j'étais en prison. Donc, c'est vrai qu'il s'est passé bon nombre de choses et il est vrai qu'à ce jour, jusqu'à ce jour, mon employeur, ou du moins mon association, est controversée. On peut le comprendre vu le contexte de la situation en France. Alors après, est-ce que ça s'explique? Je n'aurai pas la réponse concernant leur réticence, parce que comme elle a très bien dit Maître Marati, quand on regarde, il faut apprendre d'abord à se connaître avant d'aller juger sur le fond et prendre des décisions me concernant, ou du moins concernant aussi Baraka City, parce que je pense, alors après, encore une fois, j'ai été en prison quand tout s'est passé, tous ces événements se sont passés, mais moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu, du moins pour ma part, il y a eu bon nombre de maladresses concernant les jugements de valeur dès le départ, hein, parce que si je peux comprendre, et ce que m'a dit aussi ma famille quand ils sont venus me visiter, c'est qu'il y a eu des réticences, mais puis après, petit à petit, quand le travail a été fait en profondeur sur ma personne, ils ont très vite réalisé que bon nombre de parlementaires avaient fait erreur, et puis après, le jour de ma libération, il y a 150 élus qui avaient signé pour ma libération. Ça a pris du temps, mais voilà, ils ont pris le temps de me connaître et de connaître réellement qui j'étais avant de s'engager. Question? Oui. Bonjour, Florian Garcia du Parisien. Je voulais savoir par rapport à Baraka City qui s'exprimait énormément au tout début de l'affaire. Après, c'est la famille qui a pris le relais sur la communication. Je voulais savoir où vous en êtes maintenant avec eux. Est-ce que vous faites toujours partie de l'association? Est-ce que vous avez un nouveau projet? Ça, je le sais. Enfin voilà, où vous en êtes avec Baraka City? Alors, Baraka City, officiellement, c'est toujours mon employeur. Là, moi, je suis arrivé il y a 2 jours. Je prends le temps de voir ma famille, de voir mes proches, de savourer mon retour. Personnellement, je n'ai pas encore vu, je ne suis pas encore rentré au bureau, mais d'ici quelques jours, je vais rentrer et puis on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a 7 mois qui se sont écoulés entre-temps, et en 7 mois, il s'est passé énormément de choses. Il y a mon incarcération, ma libération, la mobilisation, il y a pas mal de choses dont je dois, du moins, dont on doit parler. Mais pour le moment, c'est vrai, Baraka City reste mon employeur à part entière. Alors après, pour mes projets, c'est vrai qu'il y a un projet, d'ailleurs il y aura une projection juste après. J'ai essayé d'initier un projet qui s'appelle Bani Street quand j'étais sur place au Bangladesh. C'est un projet qui s'est mené entre guillemets dans la continuité de mon épreuve. Et j'ai voulu profiter de ce moment pour changer le mal qui me touchait en un bien. Et ce n'est pas forcément lié à mon avenir, mais en tout cas, là, je suis pas dans la réflexion de me dire qu'est-ce que je vais faire plus tard. Je suis plus dans un moment de retour,
d'appréciation de tout ce qui a pu se passer autour de moi, de ma mobilisation. Et puis tout ce qui est Baraka City ou le reste, je verrai quand je rentrerai et puis ça va se faire très prochainement. Alors peut-être que la transition est trouvée pour lancer le film. Oui. Dernière question. Pardon, je vous en prie. Et donc, je me présente, c'est Elijah Debla, directeur de publication de RP Media, qui est un web média. Et donc, on essaie d'être présent sur tout ce qui touche la communauté africaine en premier et le reste en second. Moi, j'ai une question à poser à Moussa. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous étiez en prison, que à travers vous, on a fait un peu le procès de Baraka City et aussi estomper le fait que vous êtes allé pour une cause, parler de cette cause-là, mettre un peu la lumière sur les gens que vous êtes allés aider. Vous n'avez pas le sentiment que tout ça a été effacé dans un procès d'intention sur votre personne, aussi sur Baraka City, qu'on a un peu fait exprès d'oublier que avant tout, c'est une ONG qui se bat comme les autres ONG. Alors oui, moi je l'ai dit, ça rejoint un peu la question qui a été posée auparavant concernant les élus qui se mobilisent ou pas. Il y a eu des maladresses, je pense, de la part des médias, des parlementaires, des personnes qui auraient dû prendre des positions très claires nous concernant. Et comme là, je me répète encore une fois, comme l'a très bien dit Maître Mati, il n'y a pas eu... il y a eu directement, je pense, des jugements de valeur sans réellement aller dans le fond et essayer de comprendre qui était Baraka City et qui était Moussa. C'est vrai que cette question n'a pas été posée dès le départ lorsque j'ai été incarcéré. Ça a mis du temps, mais ce que je retiens avant tout, c'est qu'il y a plus de 400 000 personnes qui ont signé pour ma libération. Et ça, je pense que ce n'est pas souvent que ça arrive. Et puis après, pour revenir un peu sur le fond concernant Baraka City, alors il est vrai que oui, c'est une association qui est controversée aujourd'hui. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi elle est controversée? Parce que moi, ça fait 3 ans que je suis à Baraka City et je peux dire que oui, cette association, c'est une association que je défends ses valeurs, parce que c'est avec cette association que je suis parti au Bangladesh. Alors après, il y a eu peut-être des maladresses, il y a eu peut-être des choses qui ont été mal maîtrisées, mal comprises. Là, moi, aujourd'hui, je ne pourrais pas me donner mon avis là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que, du moins ce que je retiens, c'est que au final, tout le monde s'est mobilisé et que ça soit, en tout cas moi, comment j'ai perçu la chose, comment j'ai senti les choses, même si au début le combat pour lequel je militais a été un peu effacé, au final, quand on regarde Moussa, je pense que les gens pensent du moins les Rohingyas, et ça, c'est déjà une première victoire. Parce que quand on regarde 8 mois en arrière, personne ne connaissait les Rohingyas. Donc c'est un premier effort, une première bataille qui est gagnée, et à nous de continuer encore à se battre et aller de l'avant. Je vais rajouter un mot sur le problème qui vient d'être évoqué et qui a évoqué largement votre avocat, Moussa. C'est qu'on est dans un contexte français difficile, à la suite d'attentats, à la suite d'événements extrêmement violents pour le peuple français. J'ai moi-même reçu, à la suite de la position qu'a pris la municipalité, des courriers de gens qui s'interrogeaient, qui d'une certaine manière faisaient l'amalgame entre les moments de violence et de douleur que nous avons vécus, et Montreuil a perdu, comme vous le savez, plusieurs des siens, et le cas de Moussa. Et moi, je crois que la seule réponse possible, c'est non pas d'être sur le contexte, mais d'être sur le fond, sur ce qui se passait. Moussa était-il injustement poursuivi? Oui, Moussa était injustement poursuivi. Moussa, de par son parcours, de par sa vie, témoignait-il d'un engagement humaniste et de valeurs qui nous sont communes? Oui, et à nouveau, beaucoup connus, mais aussi beaucoup moins connus, journalistes qui ont été cités, mais aussi une foule de gens, pour ce qui me concerne, issus de Montreuil, connaissaient les qualités humaines et les valeurs que portait Moussa.
Moussa. Et moi, je pense que dans le contexte actuel, c'est la seule manière de faire, non pas de voir les oppositions qu'il y a actuellement dans la société française, mais voir au-delà d'elles, c'est-à-dire penser et vivre à partir de nos valeurs, qui sont celles d'une république qui ne regarde pas la couleur de peau ou la religion supposée des personnes pour se déterminer sur leurs droits. Et là, en droit, la justice, après notre mobilisation, après le travail des avocats, après la mobilisation aussi du réseau diplomatique français, la justice bangladaise a montré qu'il n'y avait aucune charge, pas le début d'une accusation qui pouvait être portée sérieusement à l'encontre de Moussa. Je pense que s'occuper un peu moins du bruit et s'occuper un peu plus des valeurs de la justice, du droit, nous ferait du bien à tous. Bravo. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Donc je suis Samba Doucouré de Saphir News. La semaine dernière, on a eu un article de BuzzFeed sur Karim Achoui et ses méthodes. Et on disait que vous et votre famille étiez poursuivis par Karim Achoui, qui à la base s'était investi dans votre cause par philanthropie ou je ne sais pas. Et donc est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une victime de Karim Achoui et que vous avez été manipulé? Je vais répondre à la question. Alors, déjà, le contexte, je m'attendais à la question. Le contexte, on n'est pas là pour appuyer sur toutes les polémiques. Moussa l'a rappelé, il est rentré il y a quelques jours de cela. On n'est pas là pour commenter les commentaires et commenter ce que disent les journalistes. Pour ce qui est de Karim Achoui, donc mon confrère, qui est inscrit au barreau d'Alger, j'ai eu confirmation de la part de son avocat pas plus tard qu'hier qu'il n'y avait aucune poursuite contre Moussa, en tout cas contre Camden, et par ailleurs contre le Courrier de l'Atlas qui avait publié une interview de Camden concernant les relations qu'il y a pu y avoir entre Karim Achoui et la famille de Moussa et Moussa lui-même. Point barre. Merci. Bien, nous passons au film et ça sera la fin de cette conférence de presse. Je vous en prie. On va faire comme on peut là. Manuscrit de la rue à la vie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est par cette citation que l'on pourrait décrire le destin de Moussa. Humanitaire depuis de nombreuses années, il a mené diverses missions en France et dans le monde, puis il se tourne vers le continent asiatique, dont il a aujourd'hui une connaissance toute particulière. Son combat pour les Rohingyas, une minorité birmane dont l'existence est mise en veille, est devenu une vocation, une lutte au nom de la dignité humaine. Le 22 décembre 2015 constitue une date fondamentale dans son parcours de vie. Arrêté au cours de l'exercice de ses fonctions au Bangladesh, celle d'un humain agissant en faveur de la vérité, il a subi 70 jours de détention et des injustices répétées, marquées par l'incohérence d'un gouvernement. Une grosse mobilisation se met alors en place. Ses proches, ses collègues, la France, mais également des personnalités se mobilisent et le soutiennent. On parle de lui dans les médias. De cette tribu des Rohingyas, on en avait parlé déjà il y a longtemps, c'est une tribu apatride et surtout menacée d'exécution puisque déclarée illégale. Eh bien, un humanitaire français a tenté comme d'autres de les aider. Il paye cher puisqu'il entame son 14e jour de détention au Bangladesh. Aujourd'hui, il était passé devant un juge à midi. On espérait qu'il soit libéré, délibéré violent. Le président de la Cour maintient Moussa en détention pour l'instant à cause de la gravité des suspicions. Qu'est-ce qu'on lui reproche? La gravité des suspicions qu'évoque le juge, qu'est-ce que ça concerne exactement? Eh bien, cet humanitaire français, on l'a dit, voulait aller aider les Rohingyas, ces musulmans persécutés en Birmanie, dont 200 000 ont fui au Bangladesh dans des camps de fortune pour tenter de survivre. Il y a
allait en mission, il n'apportait rien, il voulait simplement dresser un état des lieux afin de savoir quelles étaient les priorités et de quoi avaient besoin ces hommes et ces femmes si souvent oubliés de la planète. Eh bien, ça n'a pas plu aux autorités du Bangladesh. Le voici, Moussa, c'était il y a quelques heures avant le verdict. Il remerciait justement les internautes pour leur mobilisation. Il disait, regardez, je garde le moral, ça va. Mais je vous le disais, son avocat nous confie qu'au bout de 14 jours dans les prisons du Bangladesh, il commence à être sérieusement épuisé et espère que cette mauvaise aventure se termine très vite. Pour l'instant, après maintes péripéties tenant en haleine l'ensemble de personnes engagées à ses côtés, le 1er mars 2016, la Cour suprême annonce sa liberté conditionnelle. Malheureusement, il a l'interdiction de quitter le territoire bangladais dans l'attente d'un jugement qui est sans cesse repoussé. Nous l'avons suivi pendant 24 heures. Vous verrez comment Moussa a réussi à surmonter cette épreuve et en a tiré profit pour lui, mais aussi pour des dizaines d'enfants. Notre aventure nous mène à Cox's Bazar, dans le sud du Bangladesh, où réside désormais Moussa. La vie prend une toute autre orientation. Face à une perspective d'avenir incertain, au sein d'un pays dont il demeure le prisonnier, Moussa savoure les bienfaits d'une liberté si rare, tant le pays recèle de prisonniers et d'inégalités. Difficile d'oublier ce que l'on a laissé derrière nous, en cellule ou dans la rue. Bon, voilà, c'est la prison où j'étais. Donc j'étais venu visiter mes amis, mes co-détenus, et voilà, les visiter, leur donner aussi un peu d'argent. Donc voilà, ça fait un peu de bien de revenir ici, ça me permet de voir que j'ai vécu cette épreuve et que cette épreuve m'a donné ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc dès que j'ai le temps, dès que je peux, j'hésite pas à venir ici. Et même aussi les matons, je m'entends très bien avec eux. Donc pour moi, revenir ici, c'est surtout pas me ressasser l'épreuve, mais c'est surtout revoir des amis, revoir des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Et donc, dès que je peux, je suis là. Libre de ses mouvements, il aborde une vie qui lui ressemble, celle qui se veut proche d'autrui et de l'humanité dans son sens le plus pur. Parfois, des rencontres marquent une vie, et là, il faut en tirer profit. C'est ce qui s'est passé entre un jeune homme qui prend deux mains avec patience et des enfants, des petits êtres attachants, ayant investi la rue en bas de son domicile. Moussa se prend vite d'affection pour ses enfants pleins de vie. Dès lors, les liens se tissent avec un petit groupe dont l'occupation principale est la mendicité. Ils deviennent sa famille, une attache essentielle. C'est donc face à une situation d'urgence et avec les petits moyens dont ils disposent qu'il leur apporte de la nourriture, partage des moments simples à leur côté et ce au quotidien.
Donc, je suis sorti de prison, et quand je suis sorti de prison, je me suis très vite retrouvé très seul, hein. Même si je crois qu'il y avait une grande mobilisation, que les gens étaient autour de moi, tout de suite. Mais paradoxalement, j'étais seul parce que j'étais condamné à rester dans cette prison assez ouverte. Et très vite, hein, j'avais besoin de retrouver ce côté humain, ce côté social, ce côté où on a besoin de se sentir utile pour les autres, mais avant tout pour notre créateur. Et j'ai très vite trouvé en la présence de ces petits enfants qui vraiment ont une joie de vivre, qui ont un sens du partage et qui ont un sens de vraiment de redonner le sourire aux autres. Punjabi. Kabul. Moga. After market. Market no disturb. C'est la première fois que ces enfants se rendent dans une boutique et qu'ils peuvent choisir eux-mêmes des vêtements neufs. C'est avec de nombreux gestes comme celui-là que Moussa espère aider ses enfants à quitter la rue pour les bancs de l'école. Une des petites filles que Moussa aide se sent très mal. Elle perd souvent connaissance et a de nombreuses plaies sur la peau. Nous décidons de nous rendre à l'hôpital afin de la soigner. Après quelques semaines, c'est avec une immense joie que nous apprenons que Mouni va beaucoup mieux. Moussa nous envoie des images d'elle. Cette famille fusionnelle voit sa relation s'intensifier avec le temps. Moussa veille et pense à demain, à réparer et à guérir. Il fallait passer à la vitesse supérieure tant la situation est insoutenable. Il partage avec nous son dessin. Je me suis très vite lié à eux et j'ai rapidement compris que je ne pouvais apporter beaucoup plus qu'un plat de riz. Et par-dessus tout, ce qui m'a donné envie de faire ce projet, c'est de les voir entiers, à chaque moment qu'ils en avaient l'occasion. Même quand je leur apportais de la nourriture, et ça, à partir de 5-6 ans. Je me suis dit, il faut que je les sorte de là. Rejoint dans ce combat par plusieurs proches, chacun compétent et reconnu dans son domaine, le projet Bani Street va naître. Le Bangladesh, situé en Asie du Sud, fait partie des pays les moins avancés dans le monde. Zoom sur ces orphelins et enfants que parents ou adultes poussent vers la mendicité avec la rue pour lieu de travail. La pauvreté, les maladies freinent toute perspective de sortie de la rue et cette spirale infernale est accentuée par l'environnement dans lequel ils vivent. Il est donc important d'agir rapidement. Voilà la solution. Donc là, on se trouve ici dans un centre qu'on a trouvé avec nos partenaires. C'est un centre qui, on espère, va servir d'accueil pour ces enfants qu'on a trouvés, avec qui je partage mon quotidien. Donc l'objectif, c'est de les mettre ici, d'ouvrir un centre et de leur apporter une éducation, parce que
c'est des familles qui sont très pauvres, c'est des familles qui, de leur pauvreté, les parents ils ont d'autres choix que de les emmener à la rue pour mendier. Et malheureusement, il y a toute une éducation à refaire. Et la première étape qu'on voudrait faire dans ce projet, c'est de pouvoir leur inculquer une éducation et leur donner des bonnes valeurs surtout. Et aussi, c'est entre guillemets leur faire oublier toute cette pauvreté qu'ils ont vécue depuis le départ. Parce que pour la plupart, il y en a, ils sont Rohingyas, donc ils ont quitté leur pays, ils sont arrivés ici. Et ils se sont retrouvés à la rue, ils se sont retrouvés à la rue en train de mendier. Et donc c'est de pauvreté, de dureté, mélangée à une oppression, que ce soit les passants, que ce soit aussi le gouvernement. Et donc voilà, donc on veut les mettre dans un petit cocon, ça va être long, difficile, mais vraiment ça en vaut la peine parce que les enfants ils n'ont vraiment rien à faire à la rue. Et puis moi quand je les vois, je les considère comme mes petits-enfants. Et je pense que chacun qui serait comme moi, qui serait confronté à ces personnes-là, ces choses-là, c'est ce quotidien, vraiment il serait sensible. Donc voilà, j'espère que ces enfants très pauvres, la plupart orphelins, demain auront un avenir. Vous l'aurez compris, l'objectif du projet est de développer un centre d'hébergement qui permettrait d'agir au niveau socio-éducatif, afin de garantir à ces enfants un cadre stable et durable, répondant à leurs besoins vitaux. Le tout inclura une cellule familiale et un processus d'accompagnement global et personnalisé. Nous vous proposons maintenant de participer avec nous à la réalisation de ce projet. Un projet concret de développement durable qui changera réellement la vie de ces enfants et de leurs familles. Nous souhaitons accueillir dans un premier temps 30 enfants, puis 50 et petit à petit augmenter cette capacité. Pour démarrer, nous avons besoin de 300 000 €. Cette somme couvrirait les frais d'installation et de fonctionnement des 3 premières années. 3 années de tranquillité pendant lesquelles les enfants n'auront aucun souci à se faire et pourront profiter de leur enfance. 3 années qui ne sont que le début d'une grande aventure, de notre aventure, de leur vie. Tout est prêt, tout est mis en place. Ensemble, donnons à ces enfants un avenir. Nous comptons sur vous. 400 000. 400 000, c'est le nombre de personnes qui sont à l'intégration. Comment? Tout simplement avec une simple signature. Avec une simple signature, vous avez montré à quel point vous pouvez faire de grandes choses. Et aujourd'hui, je vous demande encore de continuer ce combat, parce que le combat n'est pas terminé. Je suis encore au Bangladesh et je vous montre à quel point, avec des petites choses, comme cette signature, on peut faire d'énormes choses. Donc, je vous demande de vous mobiliser avec moi pour donner espoir à ces enfants de rue, en faisant tout simplement un don. Partager cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Salam. Nous vous laissons avec ces quelques images découvrir qu'avec de l'amour et peu de choses, nous pouvons apporter un peu de joie dans le cœur innocent de ces enfants. La suite est entre vos mains. Donc voilà, c'était la présentation de la conférence de presse de notre cher ami Moussa et la présentation de son nouveau projet qui prend la suite de Baraka City, donc toujours en direct de la mairie de Montreuil.
merci à vous d'avoir suivi, merci à vous d'avoir partagé, bien sûr. N'hésitez pas à retweeter. Merci pour vos cœurs, c'est la meilleure des rémunérations. Et je rends l'antenne Cognac G, à vous les studios.